Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu sur Tout Simplement pour une toute nouvelle émission de Les Livres c'est magique. En ce mois d'avril, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Camberlin qui est auteur. Il fait des livres sur l'handicap et le polyhandicap. Il sera aujourd'hui avec nous pour notre rubrique L'encre et l'âme. Soyez le bienvenu. Philippe Camberlin, bonjour, merci d'être avec nous dans Les Livres c'est magique. Bonjour également, Léo. Alors avant de parler de votre parcours et de vos ouvrages, nous avons un petit rituel depuis le début de l'année, c'est le livre magique des citations. Le but est simple, vous nous donnez une citation que vous avez inventée ou alors une citation déjà existante que vous appréciez. Quelle est votre citation magique ? C'est un poème de Paul Éluard tiré de son recueil « Dernier poème d'amour ». Et donc ça, c'est un texte que je connais depuis très très longtemps. La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Et c'est un texte qui m'accompagne personnellement depuis que j'ai une vingtaine d'années. Pouvez-vous nous évoquer votre parcours ? J'ai démarré comme professeur de mathématiques en Algérie et comme coopérant, et je suis revenu en France en 1979. À ce moment-là, j'ai enchaîné, toujours en région parisienne, plusieurs métiers ayant tous un point commun, celui de l'action sociale. Donc, tout d'abord éducateur spécialisé en psychiatrie de l'enfant, puis inspecteur des affaires sanitaires et sociales en 1986 dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, puis directeur général adjoint d'une association de sauvegarde de l'enfance, et enfin pour terminer, avant la retraite, parce que je suis retraité maintenant depuis quelques années, et donc pendant 13 ans, j'ai été directeur général d'une association du champ du polyhandicap, le CESAP. Mais du coup, par rapport à l'écriture, c'est pas tant ça qui m'a conduit à l'écriture que autre chose. Parallèlement, j'ai été chargé de cours à l'université de Nanterre en sciences de l'éducation et formateur en Institut régional de travail social, IRTS, notamment dans le domaine de la politique publique de l'action sociale en France. Depuis combien de temps êtes-vous auteur et dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? Alors, votre question, elle m'a fait remonter très très loin en arrière, puisque mon premier livre, ma participation à un premier livre, date de 1982, donc 45 ans en arrière, coécrit avec 3 amis comme moi, avec qui un est décédé, mais les 2 autres, nous sommes très proches, donc coécrit avec 3 amis, comme moi, formateur BAFA, donc d'animateur de centre de vacances pour enfants. Donc ce livre était intitulé « Enfants handicapés en centre de vacances vers l'intégration ». Alors, il faut se rappeler que ça a été écrit il y a 45 ans, c'est aujourd'hui, voilà, on dirait pas comme ça. Donc, nous avions voulu témoigner à cette époque. Alors, donc, nous avons voulu témoigner à une époque où cela n'était pas encore courant, que l'intégration, on dirait aujourd'hui l'inclusion, des enfants handicapés en colonie de vacances ordinaires était non seulement possible, mais une richesse. Donc ça a été le premier coup de l'écriture. Après, on passe 20 ans d'un coup. Mon premier livre écrit tout seul date de 2001 et il s'intitulait « Guide juridique et administratif de l'action sociale et médico-sociale ». Cette écriture est venue un peu par hasard, encore que. Je suis pas sûr qu'il y ait du hasard dans ce domaine. J'assurais, comme j'ai dit tout à l'heure, un cours à l'université de Nanterre, en centre de l'éducation, sur ce thème de la politique d'action sociale. Et donc j'assurais ce cours et fort naïvement, j'avais pensé qu'en recyclant mon cours, je pourrais sans trop d'efforts produire un livre. Mais ça ne marche pas comme ça, pas du tout. D'autant plus qu'à cette époque, Internet n'existait pas, et ce fut un travail colossal de compilation, d'analyse de données juridiques et organisationnelles à mener, touchant des champs extrêmement variés, parce qu'en plus, j'avais voulu faire un livre qui ratissait tous les champs de la politique sociale, donc comme le handicap, la psychiatrie, l'aide sociale à l'enfance, la lutte contre les exclusions sociales, l'insertion par l'activité économique, le service social polyvalent de secteur, la PMI, le surendettement, la protection juridique des personnes vulnérables, et j'en oublie encore un certain nombre.
Alors voilà, donc ça a été le premier livre, qui a été réédité plusieurs fois, puis maintenant il est obsolète. S'en est suivi au fil des années et jusqu'à ce jour d'autres ouvrages écrits seuls ou en coécriture avec d'autres. Mes 3 thèmes de prédilection actuels ayant débouché sur 3 livres récents sont la politique publique du handicap, d'une part, le polyhandicap, d'autre part, et enfin l'éthique dans le champ de la santé, du social et du médico-social. J'aimerais évoquer votre ouvrage Politique et dispositifs du handicap en France, dont la dernière édition est parue en 2024 aux éditions Dunôme. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage et pourquoi avez-vous voulu l'écrire ? Alors, je l'ai écrit comme étant un guide pratique destiné aux professionnels, mais aussi aux familles qui peuvent être un peu perdus ou même totalement perdus des fois face à la multiplicité des textes de loi et des règlements, ainsi que par la complexité de l'organisation de ce champ du handicap, dont les compétences légales des autorités publiques appartiennent conjointement à de multiples acteurs. Je vous en fais une liste non exhaustive. L'État, d'une part. Alors l'État, c'est plusieurs volets. Le Parlement pour les lois, plusieurs ministères impliqués sur leurs compétences respectives et tous les textes réglementaires, les agences régionales de santé, les ARS, la Caisse nationale de solidarité, la CNSA, les conseils départementaux, anciennement conseils généraux, la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, la CAF, l'assurance maladie, les centres communaux d'action sociale, donc les communes, et le ministère de la Justice s'agissant de la protection juridique. Sans oublier l'éducation nationale pour la scolarisation et France Travail pour l'emploi, anciennement Pôle emploi, etc. Donc vous voyez que rien qu'une personne en situation de handicap peut avoir affaire à tous ces niveaux-là. Voilà, et donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé de faire un livre qui un peu de vulgarisation, effectivement, des organisations et des textes réglementaires. Donc cet ouvrage est agencé en 22 courts chapitres, traitant chacun d'un thème précis. Mais au-delà des descriptions juridico-administratives et organisationnelles, j'ai essayé de tenter dans cet ouvrage de donner une place à des concepts comme l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité des personnes en situation de handicap de décider par et pour elles-mêmes, ou encore l'inclusion, puisqu'on ne dit plus intégration, c'est-à-dire le droit à une pleine vie et à une pleine participation sociale, sans ségrégation ni discrimination. Que pensez-vous des aides pour les personnes en situation de handicap en France ? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la France n'est pas assez compétente pour aider les personnes handicapées et notamment aussi sur la rapidité à traiter les dossiers ? La France a modernisé il y a 20 ans. La première fois, c'est en 1975. Là, je ne vous remonte pas jusque-là. Donc là, on va remonter qu'à 2005. Donc la France a modernisé il y a 20 ans tout son dispositif d'accompagnement des personnes handicapées en situation de handicap. À partir de la loi socle, qui a évolué, mais c'est une loi socle, du 11 février 2005, et cette loi est intitulée « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». De nombreux progrès sont depuis constatés, sachant qu'il subsiste néanmoins, selon les cas, des zones noires, carrément, des zones encore problématiques, et un domaine plus précis dont je vais vous parler, qui lui est objet de polémique. Alors la zone noire, d'abord. Alors il y en a une principale comme zone noire, c'est le délai inadmissiblement trop long dans le traitement des dossiers par les MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Il faut parfois plus d'une année pour obtenir une orientation, une notification, bien que ce document soit un préalable à la mise en œuvre effective d'un droit. Autrement dit, le droit est ouvert virtuellement, théoriquement, mais tant que le papier n'est pas délivré, on ne peut pas ouvrir le droit. Il n'y a pas le financement, notamment. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, pour moi, inadmissible. Voilà. Alors, il y a des domaines où une amélioration sensible est encore attendue, mais on ne va pas dire que c'est une zone noire. Alors, premier point, premier domaine, la scolarisation des enfants handicapés par l'éducation nationale, qui s'est certes améliorée, mais qui reste encore insuffisante, et l'éducation nationale qui est encore en difficulté pour gérer de façon adéquate les cas dits les plus complexes. Ou alors encore, pour les personnes à mobilité réduite, l'accessibilité du bâti, des transports en commun, des voiries, etc. n'est toujours pas achevée, et largement pas achevée. Donc là, c'est quand même un problème, d'autant plus que ça peut bénéficier pas seulement aux personnes en fauteuil, mais aussi aux poussettes, etc., avec enfants et tout.
Et sans parler, alors effectivement, ça concerne tout le monde, mais les personnes en situation de handicap sont particulièrement, des fois, confrontées à ça et en difficulté, sans parler de l'obligation grandissante de passer exclusivement par des systèmes en ligne via Internet pour monter de nombre de dossiers et des demandes, sans interlocuteur humain pour vous accompagner dans la démarche. Même moi, qui pourtant aide beaucoup de mes proches à faire leurs démarches en ligne, même moi, de temps en temps, je suis perdu. Et voilà. Donc, du coup, pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment un vrai problème. Et puis enfin, il y a un domaine qui est un objet de polémique. Alors, j'ai employé un mot un peu, pas barbare, mais jargon, la désinstitutionnalisation. Alors, la désinstitutionnalisation, elle oppose, en tout cas, elle met en tension deux approches. D'un côté, la désinstitutionnalisation prise au premier degré et de façon très forte et militante prône le quasi-abandon de toute solution institutionnelle collective de type établissement ou service spécialisé pour personnes handicapées. Autrement dit, les établissements spécialisés, ça ne devrait pas exister, au profit de solutions exclusivement menées dans des environnements ordinaires. Et donc, selon cette approche, les personnes handicapées doivent pouvoir entièrement accéder aux mêmes services et opportunités que le reste de la société dans des domaines comme le logement, l'éducation, le travail, les transports, les soins et d'autres services et d'aides. Alors, idéalement, c'est vrai, ce serait mieux. Sauf que des fois, les personnes ont besoin d'aide spécialisée et d'un accompagnement qui tient compte de leurs difficultés. Et on voit bien, si on prend l'exemple de l'éducation nationale, comment elle est en difficulté pour effectivement répondre totalement à des besoins très particuliers. Voilà. Donc la première approche, vraiment, elle est très idéologique et elle dit on abandonne toute aide spécialisée. Et puis l'autre approche, pour qui la désinstitutionnalisation ne signifie pas la fermeture inconditionnelle de toute structure collective spécialisée, mais qui préconise par contre l'évolution et la transformation des structures existantes, aussi bien les structures ordinaires que les structures spécialisées, afin qu'elles garantissent, et là on rejoint la première approche, le respect effectif des droits des personnes en situation de handicap, autonomie, inclusion, respect de leur choix de vie, etc. Donc pour ma part, vous avez compris que j'adhère à cette deuxième vision pragmatique et moins idéologique de la désinstitutionnalisation. Vous avez également coordonné un livre sur les personnes polyhandicapées. Pourriez-vous nous parler d'elles et des spécificités les concernant ? Le polyhandicap, effectivement, polyhandicap, c'est handicap avec plusieurs, mais c'est plus précis que ça. Donc le polyhandicap est un ensemble d'affections neurologiques précoces, donc en gros, des affections neurologiques précoces, d'origine variée. De plus en plus, on découvre qu'elles sont génétiques, mais pas seulement. Ça peut être des accouchements précoces, de la prématurité, une maladie qui atteint le cerveau, etc. Et donc, le point commun à toutes ces affections neurologiques, c'est d'entraîner une extrême restriction des capacités cognitives et motrices. Donc, aussi bien le handicap est aussi bien mental, cognitif que moteur. Il en découle pour les personnes polyhandicapées une dépendance absolue de tous les moments à l'égard de tiers aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, à domicile ou en institution. Grands sont leurs besoins d'aide pour leur vie quotidienne et la nécessité également pour eux de nombreux soins médicaux et rééducatifs, qu'ils soient préventifs, curatifs ou de maintien. Bon, vous avez compris tout à l'heure, je vous ai expliqué que mon dernier poste de directeur général, c'était au CESAP, qui est spécialisé dans le champ du polyhandicap. C'est pour ça qu'en 13 ans, je me suis fait un peu le plaisir d'essayer de bien comprendre et aussi de vulgariser à travers les livres l'approche du polyhandicap. Bon, je ne vais pas vous en parler plus maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur le polyhandicap, je vous conseille de visiter le site internet du GPF, Groupe Polyhandicap France, GPF. Vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous tombez sur GPF. Et donc, c'est un acteur institutionnel qui fédère de nombreux acteurs, aussi institutionnels, aussi des personnes physiques, qui sont concernés par le polyhandicap. Alors, pour finir, deux mots sur la CAA. Alors, je fais exprès de vous dire d'abord le sigle. C'est un sigle encore confidentiel, pas pour les spécialistes, mais quand même, pour vous et moi, pas forcément. Donc, sigle encore confidentiel, mais qui mérite d'être connu du plus grand nombre. Donc, CA, ça veut dire communication alternative améliorée. Et donc, la CA, communication alternative améliorée, regroupe des méthodes et des outils
pour s'exprimer et communiquer avec des personnes ayant une déficience importante de la communication orale ou écrite, hein. Donc notamment les personnes polyhandicapées qui, pour beaucoup, ne parlent pas ou parlent à peine et dont on se demande quel est leur niveau de compréhension des choses. Donc les moyens de la CAA permettent aux personnes qui n'ont pas l'usage de la parole de communiquer. Alors, qui n'ont pas l'usage de la parole, pas uniquement parce qu'ils ne peuvent pas parler, c'est parce qu'ils ont un problème cognitif, neurologique, de compréhension, hein. Donc, ces moyens permettent aux personnes qui n'ont pas l'usage de la parole de communiquer différemment à travers des gestes, le langage des signes, le regard, les mouvements corporels. Cela nécessite l'utilisation d'aides techniques comme des pictogrammes, ça on sait ce que c'est tous, des carnets de communication ou des appareils électroniques de synthèse vocale. Les personnes polyhandicapées sont très particulièrement concernées par ces nouvelles approches de communication et elles montrent pour certaines, grâce à ces outils, des capacités de compréhension jusque-là insoupçonnées. Faute d'arriver à s'exprimer normalement au sens de par la parole, les outils spécialisés comme ça leur permettent de mieux s'exprimer. Mais encore faut-il que leur entourage large, les familles, les professionnels, mais aussi toutes les autres relations, en maîtrisent le contenu et sa mise en œuvre. C'est pour ça que je milite pour effectivement une bien meilleure compréhension dans la société ordinaire de ce qu'est la CAA et la compréhension un peu de comment on s'y prend. Pourriez-vous nous parler de votre dernier livre sur l'éthique, nous dire ce qu'est l'éthique et pour vous, en quoi elle concerne tout particulièrement les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux? Oui, voilà. Donc effectivement, c'est le dernier domaine sur lequel depuis quelques années j'ai investi un peu de temps, d'énergie et de travail, alors pratique et intellectuel. Donc l'éthique est un concept issu du monde de la philosophie, proche de celui de la morale. Donc là, je ne vais pas vous embêter avec la différence entre les deux ou les points communs. Pour ce qui nous concerne ici, nous nous intéresserons à la notion d'éthique appliquée. C'est-à-dire quand des professionnels du soin ou de l'accompagnement social se trouvent confrontés à un dilemme. C'est très important d'entendre qu'il y a un dilemme, hein. Et ils ont un dilemme dans leur conduite à tenir, professionnelle. Leur conception à eux du bien agir, ou encore des valeurs comme la dignité, l'autodétermination, la justice sociale, la bienfaisance. Donc ces valeurs-là se trouvent en tension avec des règles de droit, avec des principes déontologiques liés à leur profession, avec des injonctions institutionnelles, avec des organisations inadaptées pouvant être maltraitantes, etc. Donc il y a une tension entre tout ça. Et il y a un dilemme, c'est-à-dire, mais que vais-je faire individuellement, qu'allons-nous faire collectivement ? Progressivement, le questionnement institutionnel est devenu aujourd'hui un des critères incontournables à prendre en compte quand les professionnels du soin ou de l'accompagnement sont en situation d'agir. Alors, le domaine en France où l'éthique, maintenant ça fait une trentaine d'années, hein, c'est d'abord constitué, c'est celui de la bioéthique, via le CCNE, Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et donc, l'approche du CCNE, donc centrée sur la bioéthique, hein, progressivement s'est élargie à d'autres domaines du soin et inclut désormais à part entière l'accompagnement social et médico-social. Et si vous lisez l'actualité, il y a un domaine qui est en cours de discussion parlementaire, hein, donc un domaine, celui de la fin de vie, est en cours de transformation majeure via une proposition de loi adoptée très récemment par l'Assemblée nationale, c'est en navette en ce moment avec le Sénat, donc une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale légalisant une assistance au suicide dans des conditions médicalement très encadrées pour éviter toute dérive eugéniste. Et là, si on lit la presse même générale, on voit bien comment il y a des positions fortes pour, contre, ou des positions pragmatiques qui essayent d'être dans une espèce d'entre-deux. Voilà. Et l'éthique appliquée, elle est plutôt comme ça, hein. Elle n'est pas idéologiquement pour, idéologiquement contre. Elle dit, je regarde pragmatiquement au cas par cas quel est le mieux pour la personne. Ou alors encore, mais ça, vous allez le voir un peu plus tard dans la presse générale, les lois de bioéthique en France doivent être régulièrement révisées et réétudiées. Et donc là, il y a un travail qui vient de commencer de révision de la loi française portant sur la bioéthique. Alors maintenant un peu le contenu, à la fois du livre et de l'éthique. L'éthique appliquée, vous avez compris, consiste à arbitrer les dilemmes dont je parlais précédemment. Sachant que dans les limites fixées par la loi, c'est important de dire ça, hein, on est bien dans les limites fixées par la loi. C'est pour ça que des fois la loi doit évoluer. Si dilemme il n'y aura jamais de totale bonne ou mauvaise réponse en soi, mais une palette de réponses possibles, chacune ayant ses vertus et ses limites.
Donc il y a toute une série d'approches de l'éthique différentes l'une de l'autre qui du coup arrivent à des conclusions différentes. En ce qui nous concerne, on va notamment retenir l'éthique du care. Alors ça c'est de l'anglais, care, C-A-R-E, je n'arrive pas à le prononcer à l'anglo-saxonne. Donc c'est un terme anglo-saxon, difficilement traduisible, mais on pourrait le traduire par prendre soin, s'occuper. Alors, prendre soin, pas au sens des soins médicaux, mais prendre soin au sens de on prend soin de quelqu'un. S'occuper, faire attention, se soucier, se sentir concerné. Et donc l'éthique du care est souvent utilisée car distanciée des obligations éthiques abstraites et générales, mais qui est pragmatique. Elle est centrée sur la personne, dans son tissu relationnel, mobilisant des responsabilités et des émotions. Cela conduit à ne pas penser l'autonomie sans prendre en compte la vulnérabilité et la dépendance de certaines personnes à des tiers accompagnants. Et donc, du coup, le livre dont nous parlons se veut un manuel à la fois théorique par ses apports philosophiques et conceptuels, mais également un manuel pratique en tant que vade-mecum pour tout établissement ou service, et plus largement tout professionnel, ou toute personne s'intéressant à l'éthique, donc voulant mettre en œuvre une démarche éthique via une instance éthique, un comité éthique, etc. Il y a quelques temps, j'ai interviewé une autrice qui s'appelle Marie-Sabine Roger. Je lui ai demandé de poser une question au prochain auteur que je vais interviewer, en l'occurrence c'est vous. Et sa question était: pourquoi être tombé dans l'écriture et pourquoi y rester? Alors, pour moi, l'écriture est à la fois une addiction, c'est clair qu'on a une addiction à écrire, c'est aussi un plaisir intellectuel, je n'irai pas jusqu'à jouissance intellectuelle, en tout cas un plaisir intellectuel, mais aussi une volonté, en ce qui me concerne, de vulgariser des domaines complexes habituellement réservés à des spécialistes. Ça me semble important, c'est quand un domaine est complexe, et pour ça j'avais été un peu surpris, hier je vous l'ai dit là, quand on a échangé avant l'interview, je lui ai dit mais pourquoi vous avez trouvé mes livres? Je fais des livres extrêmement techniques, très spécialisés, voilà, mais effectivement, via Internet, vous êtes tombé dessus. Donc effectivement, j'ai plaisir à vulgariser des domaines complexes, habituellement réservés à des spécialistes. Mais aussi, je travaille pas seul, et c'est l'occasion pour moi de collaborer avec d'autres, dans une exigence partagée de qualité et d'engagement social. Donc pour moi, c'est aussi un engagement social que de produire de tels livres. Et enfin, pour terminer cette émission de Les livres c'est magique, auriez-vous une question à poser au prochain auteur ou la prochaine autrice que j'interviewerai? Alors, la question qu'on peut lui poser, elle est valable d'ailleurs pour toute personne, c'est comment les personnes avec qui vous vivez au quotidien perçoivent-elles le temps que vous consacrez à l'écriture? Mon expérience personnelle, je la développe pas, mais je vois bien que c'est pas si simple que de passer beaucoup de temps à écrire et donc pas être forcément disponible. Donc comment les personnes avec qui vous vivez perçoivent-elles le temps que vous consacrez à l'écriture? Est-ce un temps essentiel pour vous? Une marotte? Du temps perdu que vous ne consacrez pas à votre entourage? Autre chose encore. Très bien. Merci beaucoup Philippe Camberlin d'avoir été avec nous. Voilà, c'est déjà la fin de votre émission de Les livres c'est magique, mais on se retrouve très vite, normalement, si tout va bien, le mois prochain. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre page WhatsApp publique et à nous contacter si vous avez des remarques, si vous souhaitez participer à l'émission ou tout autre, à notre adresse mail t-simplement1@gmail.com. Voilà, je vous dis à bientôt et cependant, portez-vous bien.